You're not counting gang violence. Great. Voici le dernier moment de Charlie Kirk. Dans un campus ensoleillé de l'Utah, sous un ciel d'un bleu presque irréel, une foule de plusieurs milliers de jeunes l'écoutaient encore, suspendu à ses mots. Il parlait d'avenir, de violence, de rédemption. Il levait la main pour répondre à une question sur la liberté. Et puis, en une fraction de seconde, tout s'est figé. Un bruit sec, presque irréel, comme un claquement de doigts dans l'éternité. Son corps s'est effondré, touché à la gorge par une balle invisible. Dans le chaos silencieux qui a suivi, la panique a balayé l'amphithéâtre comme une onde de choc. Certains ont crié, d'autres se sont prosternés, mais la majorité est restée pétrifiée, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. À cet instant précis, c'est une certaine vision de l'Amérique qui s'est écroulée avec lui. Ce jour-là, Charlie Kirk participait à ce qu'il savait faire de mieux. Galvaniser les foules, affronter les idées adverses, faire triompher les siennes. Son événement, baptisé The American Comeback Tour, attirait des milliers de jeunes conservateurs désireux de reconquérir leur place dans les débats universitaires. Il avait cette assurance des prédicateurs modernes, cette voix grave, sûre, enveloppante, qui donnait l'impression que tout pouvait être reconstruit, pour peu qu'on l'écoute. Mais ce 12 septembre de l'année 2025, au cœur du Utah Valley University, une seule phrase a suffi pour couper court à toute reconstruction possible. Monsieur Kirk, que répondez-vous à ceux qui disent que votre rhétorique alimente la violence ? Il esquissait un sourire, prêt à répliquer. Il n'en aura pas eu le temps. La scène a été filmée, relayée en boucle sur toutes les chaînes, disséquée dans les talk-shows, transformée en mème sur les réseaux. Mais au-delà de l'image figée de son corps allongé sur le sol, ce qui reste, c'est l'incompréhension. Pourquoi lui ? Pourquoi là ? Était-ce un acte isolé, une vengeance politique, une démonstration de force, ou bien était-ce le résultat logique d'un climat idéologique devenu inflammable ? Charlie Kirk n'était pas un inconnu. Il était l'un des visages les plus controversés de la droite américaine, adulé par les uns, haï par les autres. Et pourtant, même ses détracteurs les plus virulents ne pouvaient imaginer une fin aussi brutale, aussi publique, aussi symbolique. Car tout, dans la mort de Charlie Kirk, semble pensé pour marquer. L'heure, midi passé de quelques minutes, à un moment où la lumière est la plus crue. Le lieu, un campus universitaire, temple du savoir, devenu théâtre de sang. Le contexte, un discours sur la société, la jeunesse, la liberté. Et enfin, la cible, non pas un chef d'État, non pas un soldat, mais un homme, à peine âgé de 30 et 1 an, porteur d'un micro, d'une conviction, d'un héritage politique, en pleine formation. Il n'était pas une légende, pas encore. Mais il est devenu, en un seul instant, un symbole. Et c'est peu être cela le plus dérangeant. On ne sait pas de quoi. Ce que ce moment révèle, au fond, c'est la violence d'un monde où les idées peuvent désormais tuer. Charlie Kirk avait bâti sa carrière sur la parole. Tranchante, organisée, militante. Il défendait une Amérique traditionnelle, chrétienne, patriote. Il s'opposait farouchement à ce qu'il appelait l'endoctrinement progressiste dans les écoles et les universités. Il dénonçait la culture woke, les revendications LGBTQ+, les dérives de la gauche. Pour ses partisans, il incarnait un espoir. Pour ses adversaires, il représentait un danger. Mais qui aurait pu croire que ce danger, un jour, serait pour lui ? Derrière ce geste irréversible, il y a peut être une rage qui dépasse sa seule personne. Une rage contre un système, contre une voix, contre tout ce qu'il représentait. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas seulement un homme qui est tombé ce jour-là. C'est un certain idéal de confrontation pacifique, de débat idéologique, de parole comme unique arme. Ce n'est pas une star du cinéma qui s'est éteinte, ni une chanteuse oubliée. C'est un combattant d'idées qui croyait à la force du verbe et qui, paradoxalement, est mort sans pouvoir dire un mot de plus. Il n'avait que 10 à 9 ans lorsqu'il a décidé de fonder une organisation qui allait profondément marquer le paysage idéologique américain. C'était en 2012, une époque déjà polarisée,
mais où les campus universitaires restaient encore des terrains relativement ouverts à la diversité d'opinions. Charlie Kirk, jeune homme originaire de l'Illinois, n'avait pas de diplôme prestigieux ni de lignée politique derrière lui. Il venait d'une famille de classe moyenne, avec un père architecte et une mère conseillère en santé mentale. Ce qui le distinguait, ce n'était pas un héritage, mais une intuition. La jeunesse conservatrice avait besoin d'un porte-voix. Ainsi est né Turning Point USA, un nom banal pour un projet radical. Son objectif était clair. Rétablir, selon lui, l'équilibre des idées dans les universités qu'il jugeait noyautées par une pensée unique progressiste. Ce jeune homme au trait sage et au regard vif allait, en quelques années, devenir une figure centrale de la droite américaine. Charlie Kirk n'a jamais terminé ses études supérieures. Il avait brièvement fréquenté un community college près de Chicago, mais l'appel de l'action directe fut plus fort que celui des amphithéâtres. À 20 ans, il sillonnait déjà les campus pour installer ses fameuses tables de débat où il invitait les étudiants à venir le contredire. Rapidement, il a été repéré par de grandes figures du mouvement conservateur, comme le commentateur Glenn Beck ou le milliardaire Foster Friess, qui ont vu en lui un prodige de la communication politique. Il savait manier les mots, déclencher l'indignation et surtout séduire une génération lassée des discours lisses. Avec un langage simple, direct, souvent provocateur, il est devenu l'un des orateurs les plus suivis de sa mouvance. À 25 ans, il avait déjà publié plusieurs livres et fondé une multitude de branches à son organisation, dont Turning Point Action, Turning Point Faith et Turning Point Academy. Il voulait influencer l'éducation, la politique locale, la religion. Il ne parlait pas seulement aux jeunes, il voulait parler à l'Amérique entière. Mais au fur et à mesure que son influence grandissait, les critiques se multipliaient. Charlie Kirk n'était pas simplement un militant, il était devenu un catalyseur. Ses interventions enflammées dénonçaient la gauche radicale, l'idéologie LGBTQ+, les politiques sanitaires du Covid, les universités jugées endoctrinées. Il affirmait que les élections de 2020 avaient été volées, relayait des informations non vérifiées et accusait les médias traditionnels de manipuler l'opinion. Pour ses partisans, il était un héros moderne, un David face au Goliath du progressisme. Pour ses opposants, il était un danger public, voire un faussaire idéologique. Sur Twitter, son compte dépassait le 1 million d'abonnés. Sur YouTube, ses vidéos engrangeaient des millions de vues. Il avait sa propre émission radio quotidienne, The Charlie Kirk Show, où il dictait l'agenda de la droite jeune et décomplexée. Loin d'être un simple influenceur, il était devenu une figure quasi messianique pour une partie de l'électorat américain. Son mariage, en 2021, avec Erika Franzwe, ancienne Miss Arizona, chrétienne engagée et podcasteuse, avait renforcé son image d'homme de valeurs traditionnelles. Ensemble, ils formaient un couple emblématique de la droite évangélique moderne. Jeune, beau, fervent, médiatique. Leurs 2 enfants, une fille née en 2022 et un fils en 2024, étaient souvent évoqués dans ses discours comme symbole d'un avenir moral à reconstruire. Il n'hésitait pas à dire que sa mission dépassait la politique. Pour lui, il s'agissait d'une guerre culturelle, spirituelle, existentielle. Il ne se contentait plus de convaincre, il voulait sauver l'âme d'un pays qu'il estimait en perdition. C'est cette conviction absolue, cette foi inébranlable, qui fascinait autant qu'elle inquiétait. Car en refusant toute nuance, il laissait peu de place au dialogue. Il ne débattait plus, il prêchait. Et pourtant, au-delà de la façade médiatique, certains se demandaient qui était vraiment Charlie Kirk. Était-il sincère dans ses croisades, ou n'était-il qu'un stratège, un expert du buzz, un businessman de l'indignation? Son organisation, Turning Point USA, avait connu plusieurs controverses internes. Accusations de mauvaise gestion, conflits avec d'anciens membres, soupçons de favoritisme politique. Lui-même était parfois accusé de jouer un double jeu, défendre les valeurs chrétiennes tout en fréquentant les cercles les plus opportunistes du pouvoir. Mais rien de tout cela ne semblait l'atteindre. Il avançait, inlassablement, avec le même ton calme, la même rhétorique martelée, la même promesse d'un retour à l'ordre. Jusqu'à ce jour de septembre où pour la première fois,
Ce n'est pas sa parole qui a fait taire ses adversaires, c'est un coup de feu. Pendant longtemps, Charlie Kirk avait su jouer avec le feu sans jamais se brûler. Il provoquait, il dérangeait, mais il tenait la ligne. Il avait cette capacité presque surnaturelle à rester calme au milieu des tempêtes qu'il déclenchait lui-même. Pourtant, à mesure que les années passaient, les lignes devenaient floues. Ce n'était plus seulement des idées qu'il défendait. C'était une croisade totale contre tout ce qu'il percevait comme une déchéance morale. L'Amérique n'était plus pour lui une patrie en débat, mais un champ de bataille où il fallait vaincre ou disparaître. Et cette logique guerrière, il l'avait appliquée à tous les niveaux, politique, culturel, religieux, familial. Il ne laissait plus place à la nuance, ni à l'hésitation. En coulisses, certains de ses proches s'inquiétaient. Mais comment arrêter un homme convaincu d'être l'instrument d'une mission divine? La première fissure sérieuse dans son armure est apparue au lendemain de l'élection présidentielle de 2020. Charlie Kirk avait été l'un des premiers à contester la victoire de Joe Biden, clamant sans preuve que des fraudes massives avaient eu lieu. Il avait utilisé tous ses canaux, réseaux sociaux, radios, conférences, pour relayer les théories les plus extrêmes. Il accusait les juges, les machines à voter, les gouverneurs républicains jugés trop modérés. Il appelait ses partisans à se mobiliser, à ne pas reconnaître les résultats. Cette radicalisation soudaine avait surpris même ses alliés. Lorsqu'il a publiquement soutenu les manifestations qui ont précédé l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, beaucoup ont vu en lui l'un des inspirateurs indirects du chaos. Il a toujours nié toute responsabilité, mais une ligne avait été franchie. À partir de là, il est devenu pour une partie du pays non plus un militant, mais un agitateur dangereux. Les années suivantes n'ont rien arrangé. Alors que l'Amérique sortait difficilement de la pandémie de Covid, Charlie Kirk s'est fait le chantre de toutes les contestations, contre les vaccins, contre les masques, contre les confinements. Il invitait sur son plateau des médecins douteux, dénonçait une dictature sanitaire, accusait les laboratoires pharmaceutiques de manipuler les foules. Il gagnait des audiences colossales, mais perdait en crédibilité dans les cercles plus modérés. En parallèle, il renforçait ses liens avec les milieux évangéliques les plus stricts. Il créait Turning Point Faith, organisait des rassemblements dans les églises, prêchait contre l'effondrement spirituel de l'Occident. Ce virage religieux, assumé, intensifiait son isolement médiatique. Il ne cherchait plus à convaincre tout le monde. Il s'adressait désormais à un noyau dur, prêt à le suivre coûte que coûte. Ce basculement d'une logique de débat vers une logique de secte idéologique a été un tournant décisif dans sa trajectoire. Mais c'est au printemps de l'année 2025 que le point de non-retour a réellement été atteint. Plusieurs événements sont venus cristalliser les tensions. D'abord, une université californienne avait annulé sa venue après des pressions étudiantes, déclenchant un scandale national sur la liberté d'expression. Ensuite, une enquête journalistique l'avait accusé d'avoir détourné des fonds de son organisation à des fins personnelles. Accusation qu'il a fermement démentie, mais qui a laissé des traces. Enfin, une altercation filmée dans un aéroport où il s'était emporté contre un passager, avait terni son image d'orateur calme et maître de lui. Ces incidents, en apparence mineurs, ont contribué à renforcer l'idée qu'il était devenu incontrôlable. Même dans son propre camp, certains commençaient à prendre leur distance. Il parlait de plus en plus seul, de plus en plus fort, de plus en plus vite, comme s'il sentait que le temps lui était compté. C'est dans ce climat électrique qu'il avait lancé, à l'été 2025, sa grande tournée nationale baptisée The American Comeback Tour. L'idée était simple, redonner espoir à une jeunesse conservatrice désorientée. Partout où il passait, les salles étaient pleines. Il parlait d'identité, de foi, de frontières, de tradition. Mais les protestations aussi prenaient de l'ampleur. Des étudiants boycottaient ses conférences, des groupes de gauche organisaient des contre-rassemblements. À Phoenix, des échauffourées avaient éclaté devant une salle de conférence. À Houston, un cocktail Molotov avait été lancé sur sa voiture vide. À Denver, un de ses collaborateurs avait reçu des menaces de mort anonymes. Malgré cela, Charlie Kirk
refusait toute protection policière renforcée. Il disait que ce serait donner raison à la peur. Il avait foi en sa mission. Il croyait que rien ne pourrait l'arrêter. Et puis vint ce jour de septembre, à Orem, dans l'état paisible de l'Utah. Ce jour-là, tout devait être simple. Une conférence sur la liberté d'expression, une université bien organisée, un public chaleureux. Il avait insisté pour maintenir le format « Prove me wrong ». Une table, un micro et un adversaire idéologique tiré au sort parmi le public. Il adorait cet exercice, cet affrontement direct. C'était sa marque de fabrique. Vers 12h10, un étudiant s'est levé et lui a posé une question sur les limites de la parole en période de violence armée. Charlie Kirk souriait. Il allait répondre. À cet instant précis, à près de 200 mètres de là, quelque part sur un toit du bâtiment Losey Center, un tireur inconnu, invisible, a appuyé sur la détente. Une seule balle, un seul impact, une seule chute et un seul silence, immense, qui a tout englouti. Le silence qui a suivi le tir n'était pas un silence ordinaire. Il avait une densité, une pesanteur presque physique. Ceux qui étaient présents ce jour-là à l'Utah Valley University parlent d'une impression irréelle, comme si le temps s'était suspendu. Le corps de Charlie Kirk s'était effondré lentement, dans un étrange mouvement ralenti, les bras ouverts comme pour embrasser un public qui ne savait plus comment réagir. Certains ont cru à une mise en scène, d'autres ont pensé à un malaise. Ce n'est que lorsque le sang a commencé à s'étendre sous sa chemise blanche que la réalité s'est imposée dans toute sa brutalité. Les cris ont jailli, les téléphones se sont levés, les gens se sont rués vers les sorties. Mais au centre de cette panique, une image est restée figée. Celle d'un homme à peine âgé de 31 ans, foudroyé par un acte dont personne ne comprenait encore ni la portée ni le mobile. L'enquête a immédiatement été ouverte. Les autorités locales ont isolé le campus, interrogé des dizaines de témoins, inspecté les toits, fouillé les immeubles alentours. Très vite, la thèse du tireur embusqué s'est imposée. Le coup avait été tiré depuis une distance d'environ 200 mètres, probablement avec un fusil de précision. Un acte froid, calculé, prémédité. Mais aucune revendication n'a été faite. Aucun message n'a été laissé. Aucune caméra n'a capté l'instant exact du tir. Le tireur, selon les premières analyses, aurait profité d'une brève fenêtre d'ouverture dans la sécurité, un angle mort d'à peine quelques secondes. Ce détail, minuscule, a suffi à faire basculer l'histoire. Aujourd'hui encore, aucune arrestation formelle n'a été annoncée. Un suspect a été brièvement détenu, puis relâché. La police continue de parler d'une enquête en cours, mais dans l'opinion publique, le flou reste total, et c'est précisément ce flou qui rend la douleur si aiguë. Dans les heures qui ont suivi, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les partisans de Charlie Kirk ont crié au martyr. Ils voyaient dans sa mort la preuve ultime de la haine que suscite leur vision du monde. Donald Trump lui-même a publié un message d'hommage, qualifiant Kirk de véritable patriote tombé au combat. Des rassemblements spontanés ont eu lieu devant les locaux de Turning Point USA. Des veillées aux chandelles ont été organisées dans plusieurs campus. Mais parallèlement, un autre discours s'est fait entendre. Certains internautes, plus critiques, ont évoqué le retour de flamme d'une rhétorique jugée dangereuse. Des messages haineux, parfois glaçants, ont circulé. Une fracture morale est apparue, béante, entre ceux qui pleuraient une victime et ceux qui voyaient une justice ironique dans cette fin brutale, comme si même la mort ne suffisait plus à rassembler les cœurs. Les médias, quant à eux, ont eu du mal à trouver le ton juste. Fox News a diffusé des émissions spéciales consacrées à son parcours, à son combat pour la liberté d'expression, à sa foi chrétienne. CNN, plus prudent, a souligné les controverses de ces dernières années, tout en dénonçant la violence politique. Des chaînes plus indépendantes ont interrogé la responsabilité collective. Avions-nous, en tant que société, laissé se créer un climat où la parole devenait une arme et où les armes répondaient à la parole? L'image la plus reprise est celle de Charlie Kirk assis à sa table de débat, quelques secondes avant le drame. On y voit un homme souriant,
confiant, prêt à affronter une énième controverse. Cette image est devenue une icône. Pour les uns, celle du courage. Pour les autres, celle de l'aveuglement. Mais, au-delà du tumulte médiatique, il y avait une famille. Erika, son épouse, a rompu le silence 2 jours après les faits. Dans une vidéo publiée sur leur chaîne commune, elle est apparue le visage ravagé, tenant leur fils dans les bras. Sa voix tremblante disait « Charlie croyait que les mots pouvaient guérir un pays blessé. Il n'imaginait pas qu'ils puissent aussi le tuer. » Elle a parlé de son mari comme d'un homme tendre, passionné, obsédé par l'idée de laisser un monde meilleur à leurs enfants. Elle a dit sa colère, son incompréhension, mais aussi sa volonté de continuer son œuvre. Ce témoignage a bouleversé jusqu'à ses adversaires les plus virulents. Car pour la première fois, on ne voyait plus le militant, le polémiste, la figure médiatique. On voyait un père, un mari, un fils, un homme. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs détails troublants ont émergé. Un agenda retrouvé dans sa voiture contenait une note manuscrite. « Si un jour je tombe, que ce soit en disant ce que je crois ». Une phrase presque prophétique, écrite quelques semaines plus tôt. Un technicien du son, présent sur place, a raconté qu'au moment du tir, la phrase de Charlie Kirk était « La vraie violence, ce n'est pas la liberté de parole, c'est de la réduire au silence ». Une coïncidence troublante. Certains y voient un signe, d'autres un hasard cruel. Une image satellite prise ce jour-là montre un reflet suspect sur un toit voisin, pile à l'heure du tir. Mais rien n'a pu être confirmé, comme si tout avait été orchestré pour laisser derrière lui non pas une vérité, mais une énigme. La dernière fois qu'il avait vu ses enfants, c'était 2 jours avant la conférence. Il leur avait lu un passage de la Bible sur le pardon. Il leur avait dit « Un jour vous comprendrez pourquoi papa fait tout ça ». Ce jour-là, il portait une chemise bleue, celle qu'il portait encore quand il s'est effondré. Depuis, cette chemise a été pliée, enfermée dans une boîte, posée au pied de son lit vide. Erika n'a pas eu la force de la laver. Elle dit que l'odeur est encore là, le dernier parfum d'un homme qui pensait avoir encore du temps, et qui ne savait pas qu'il venait, ce jour-là, d'écrire la dernière ligne de son propre manifeste. Il serait trop simple de faire de Charlie Kirk un héros ou un démon, trop réducteur de voir en lui uniquement le porte, étendard d'une idéologie ou l'ennemi public désigné d'une autre. Ce qui frappe, en revisitant son parcours, ce n'est pas seulement l'impact qu'il a eu sur une génération, mais la manière dont il a cristallisé toutes les tensions d'une époque. Il incarnait, à lui seul, cet Amérique vif, divisé entre tradition et progrès, entre foi et raison, entre liberté d'expression et responsabilité sociale. Il parlait d'absolu dans un monde de nuances, et c'est peu être là que résidait son pouvoir, mais aussi son danger. Ce qui est certain, c'est que sa mort soulève des questions qui dépassent sa propre personne. Depuis quand une idée peut-elle coûter la vie? À quel moment le débat cesse-t-il d'être une confrontation de points de vue pour devenir un champ de guerre? Et que dit ce geste irréversible sur l'état de notre société? Sommes-nous arrivés à un point où l'on ne discute plus, mais où l'on élimine? Où le silence n'est plus la fin d'un argument, mais sa mise à mort littérale? Ces interrogations ne visent pas à absoudre ni à condamner. Elles existent pour nous rappeler à quel point le verbe, même dans sa violence, reste préférable à la violence du geste. Il serait malhonnête d'ignorer les zones d'ombre. Oui, Charlie Kirk a propagé des discours polarisants. Oui, il a parfois déformé les faits, instrumentalisé les peurs, galvanisé les extrêmes. Mais il l'a fait à visage découvert, avec une cohérence troublante, et une conviction qui, chez lui, n'était jamais feinte. Il croyait à ce qu'il disait, avec une foi presque religieuse. C'est cela qui a attiré tant de fidèles, et c'est peu être aussi ce qui a provoqué sa chute. Car à force de s'ériger en martyr avant l'heure, on finit parfois par rencontrer celui qui veut vous offrir la croix. Alors que reste-t-il? Une voix, une silhouette, une trajectoire fulgurante et un vertige. Celui d'un monde où les mots deviennent des bombes et où l'on ne sait plus s'il faut les désamorcer ou les protéger. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce destin aurait-il pu être différent? Ou bien était-il écrit dès le départ que cette voix si forte finirait par se taire dans un coup de tonnerre?
Il n'y a pas eu de grandes funérailles télévisées, pas de cercueil porté par l'État, ni de discours présidentiel. La fin de Charlie Kirk n'a pas donné lieu à des minutes de silence dans les institutions, ni à des hommages unanimes sur les plateaux de télévision. Il est parti comme il avait vécu, au cœur de la controverse. Et pourtant, dans ce silence tendu, quelque chose s'est brisé. Non pas seulement une voix, mais une ligne fragile entre ce qui sépare les idées et les balles, entre ce que l'on supporte et ce que l'on abat, entre ce que l'on discute et ce que l'on tue. Dans une petite église de Phoenix, quelques centaines de personnes se sont réunies dans la plus grande discrétion. Il y avait là des étudiants en larmes, des militants au visage fermé, des parents égarés dans une peine qu'ils ne savaient pas comment formuler. Erika, sa femme, est restée debout pendant toute la cérémonie, tenant la main de leur fille, tandis que leur fils, encore trop jeune pour comprendre, jouait doucement dans un coin. Aucun mot n'a été plus fort que le silence de cette scène. Il n'y avait pas de slogan, pas de bannière, seulement des regards perdus, une lumière tamisée, et cette absence qui emplissait toute la pièce. Depuis ce jour, personne n'a vraiment su comment parler de Charlie Kirk. Devait-on dire qu'il était courageux ou dangereux, visionnaire ou manipulateur, martyr ou provocateur? Peut-être était-il tout cela à la fois, peut-être que le vrai drame, c'est qu'il ait été à ce point polarisant qu'aucun de ses traits ne puisse désormais exister sans être contredit. Il était devenu une image miroir d'une société incapable de se regarder sans se diviser. Et dans ce miroir, chacun projetait sa peur, sa colère ou son espoir. Sa mort, aussi brutale que symbolique, est venue briser le verre. Et depuis, les éclats nous renvoient des vérités qu'on aurait préféré ne pas voir. Ce qu'il reste aujourd'hui, c'est une trace, une empreinte invisible sur un pupitre déserté, un écho dans les couloirs d'une université, une voix qui ne résonnera plus dans les écouteurs des radios du matin. Ce n'était pas un poète, ce n'était pas un chanteur, ce n'était pas un artiste, dont la disparition nous laisse des refrains à murmurer. C'était un homme d'idées. Et ce sont ces idées, aujourd'hui, qui errent, orphelines, entre ceux qui l'aimaient et ceux qui le craignaient. Elles n'ont plus de visage, mais elles n'ont pas disparu. Certains adieux sont devenus invisibles, jusqu'à ce qu'on les raconte enfin. Celui-ci en fait partie, non pas pour glorifier ou condamner, mais pour comprendre, pour ne pas oublier que même ceux qui nous divisent finissent par nous rassembler autour d'une seule certitude. Un jour, toute voix s'éteint. Et ce n'est pas le volume qui compte, mais ce qu'il reste, quand le silence est revenu.